Alors, je suis Richard Bergeron, je suis chef de Projet Montréal, troisième campagne à la mairie me concernant et concernant Projet Montréal. Projet Montréal, c'est un parti qui a été fondé il y a 10 ans déjà. Alors, la fondation officielle, c'est en juin 2004. Mais pour qu'on ait l'assemblée de fondation en juin 2004, vous devinez qu'on a commencé à travailler à l'automne 2003. Donc, ça fait donc 10 ans. Projet Montréal, ce n'est pas un assemblage à la va-vite à la dernière minute, dans la seule optique de gagner la prochaine élection et en permettant à plein d'élus qui n'ont pas été très dignes de leur fonction au cours des 12 années précédentes de sauver leur peau. C'est un parti d'idées fondé il y a 10 ans, fondé sur le militantisme de ses membres. Projet Montréal a 3000 membres. Projet Montréal a en permanence, durant cette campagne, 400 personnes sur le terrain à chaque jour, les après-midi, les soirées. C'est un parti démocratique. Ça veut dire qu'il y a des instances où ce sont les membres qui décident. Par exemple, les candidats de Projet Montréal ont été choisis, non pas par moi, bien sûr, je dis le dernier mot parce qu'il faut que je signe le bulletin de candidature, mais les candidats sont d'abord choisis par les assemblées des membres dans les divers arrondissements, et beaucoup de candidats, je les ai rencontrés quand il ne restait plus qu'à signer le dit bulletin. Et nous sommes la seule formation politique démocratique, la seule formation politique ancrée dans la ville de Montréal depuis 10 ans, et nous sommes porteurs d'un projet de développement de Montréal que je qualifie volontiers d'ambitieux. Avant de parler de ça, il faut quand même tenir compte de la situation actuelle de Montréal, la crise de confiance extraordinaire que nous vivons, et avant de parler de projet, de dire que ce qui s'impose comme préalable, c'est de reprendre confiance dans l'administration publique, c'est-à-dire d'avoir une assurance que ce qu'on a vécu en termes de corruption, de collusion, que vous avez vu, le fameux milliard de dollars, plus ou moins qu'on s'est fait voler depuis une douzaine d'années, que ça ne reviendra pas. Pourquoi je dis que ça ne reviendra pas? J'entends souvent mes adversaires dire « je vais aller à l'Hôtel de Ville faire le ménage ». Le ménage, il a été fait dans une très large proportion. La preuve en étant que tous les contrats publics de la Ville ont diminué de 30% depuis le début 2010 et ils n'ont pas remonté, diminué de 30% par rapport aux années antérieures. Le ménage a été fait, deuxième indicateur, il n'y a presque plus d'argent qui rentre dans les partis politiques traditionnels. Vous avez écouté la commission Charbonneau, tous ceux qui se présentent à la commission Charbonneau le disent, depuis 2010, ce n'est plus pareil. Il y a des nouvelles institutions, il y a l'EPIM, l'escouade anticollusion du service de police de la Ville de Montréal, il y a un contrôleur général, une commission d'examen des contrats, il y a l'UPAC qui continue ses travaux, il y a la commission Charbonneau, il y a l'AMF qui valide. Alors, il y a une large partie du travail qui a été fait. Alors, c'est pas vrai qu'on s'en va à l'Hôtel de Ville pour faire le ménage, il reste un peu de ménage à faire. On s'en va surtout à l'Hôtel de Ville pour s'assurer que ça ne revienne pas. Souvenez-vous, Gilles Vaillancourt, la semaine dernière, prétendant conseiller une candidate à la mairie de Laval, qui dit, la petite fille, il y a déjà un autre système en place. C'est pas de dire on va aller abattre le système qui a prévalu jusqu'à 2009 et qui est en train de disparaître. C'est de s'assurer qu'il n'y aura pas un nouveau système qui va apparaître. Et ça, ben, moi je vous dis, la meilleure garantie que vous pouvez avoir, il faut voter pour des gens qui n'étaient pas dans le système antérieur. Si vous regardez les deux autres formations politiques, ils ont constitué une large partie de leur rang avec ceux qui étaient dans l'autre système. Alors moi, je vous le dis tout simple sur cette question de la collusion, de la corruption, sur cette garantie que nous devons vous offrir que ça ne reviendra pas, il n'y a aucun Union Montréal candidat pour Projet Montréal. Et ça, c'est la meilleure garantie qu'on puisse offrir à cet égard. Maintenant, parlons un peu de programme. Je parle à des jeunes. Je vais laisser les préoccupations relatives au transport collectif, celles qui sont plus pointues pour la période de questions qui va suivre. Et je vais parler de manière plus générale. Dans quelle ville vous voulez vivre? Vous êtes jeune? Montréal, c'est votre ville? Ce sera votre ville pour les 50, 60, 70 prochaines années. Et si la médecine continue d'évoluer, peut-être les 80, 90 prochaines années. Alors la question que nous posons de Projet Montréal, c'est dans quelle ville vous voulez vivre? Voulez-vous vivre dans une ville un peu mièvre, qui a des beaux côtés, qui a une belle convivialité, qui a un centre-ville quand même vivant, qui a des bars, qui a des salles de spectacle, mais qui en reste là, avec ses terrains vagues, avec ses stationnements partout, sans accès au fleuve, et qui, lentement mais sûrement, décline
par rapport, ne serait-ce que numériquement, par rapport aux banlieues qui l'entourent. Et pourquoi décline-t-elle? Parce que 22 000 Montréalais à chaque année, au net, quittent l'île de Montréal pour les banlieues. 265 000 ces 12 dernières années. Qui quitte l'île de Montréal? Les classes moyennes. Tout particulièrement les jeunes familles en première accession à la propriété. Alors, les jeunes familles, 1 sur 2, dont le revenu de ménage est supérieur à 50 000 quittent l'île de Montréal. Et ça, c'est une perte extraordinaire pour Montréal. Ne serait-ce que sous l'angle financier. C'est 22 000 personnes qui quittent, commandent 8 à 10 000 logements. Ils passent une commande dans le marché de 8 à 10 000 logements, mais ils ne passent pas leur commande à Montréal. Ils la passent en banlieue. Et on perd comme ça 2,5 milliards de dollars d'investissement par année de Montréalais, des Montréalais qui investissent dans l'achat d'une maison, et là, les commerces, tous les services s'en suivent, mais pas Montréal, en banlieue. Alors, ce 2,5 milliards-là, de perdu, c'est 22 000, d'abord 22 000 êtres humains, au minimum 6 à 7 000 familles de perdu pour Montréal, et 2,5 milliards d'investissements. Ça, c'est ce que les administrations municipales, quasi de tout temps à Montréal, ont constaté à perdre. Nous, on n'y consent pas. On se dit, on va garder ce monde-là à Montréal. On va répondre à Montréal aux besoins des Montréalais, à toutes les étapes de leur cycle de vie. Et donc ça nous concerne directement. Parce que dans 5, 7, 8 ans, vous allez être à l'étape de penser à je reste à Montréal avec ma famille ou je quitte pour la banlieue. Alors, nous, ce qu'on vous offre comme projet, c'est se servir des besoins des Montréalais pour relancer Montréal. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire améliorer énormément la qualité de vie. C'est déjà très bien, Montréal, mais ça peut être tellement mieux. Et à certains endroits, c'est très mauvais, et là, il y a des potentiels absolument fabuleux. Alors, en misant sur les transports collectifs, en misant à la fois sur l'extension du métro, les corridors bus, si vous avez entendu dire que Bergeron était l'idée d'une seule, était l'homme d'une seule idée, le tramway, c'est faux. Je suis en faveur d'un relèvement en bloc de tout le système de transport collectif. Si vous essayez de prendre le transport collectif aujourd'hui en heure de pointe sur la ligne orange, bonne chance. Même sur la ligne verte, c'est difficile. En heure de pointe, notre système de bus est utilisé aussi à pleine capacité. À partir de maintenant, si on parle de promouvoir les transports collectifs, de susciter un transfert modal de l'auto vers les transports collectifs, mais qu'on n'est pas prêt à être audacieux, on parle dans le vide, ou on manipule les gens. Alors, on est à l'étape d'un rehaussement significatif du système dans son ensemble. Et dans ce système-là, il y a le métro, il y a les autobus en site propre, le corridor P9, il y a les voies réservées, et il y a jusqu'au taxi. Alors, mais moi, je glisse à titre personnel, puisque mes adversaires ne veulent rien savoir, je glisse le tramway. Le tramway qui devient, en plus d'être un extraordinaire mode de transport se glissant entre le métro et l'autobus à son meilleur, c'est-à-dire sur voie réservée, en site propre, comme sur P9, il se glisse entre les deux, en termes de capacité et en termes de coût. Et c'est aussi un formidable instrument de développement urbain qui devient la colonne vertébrale des futurs quartiers de Montréal. Vous avez entendu parler probablement de l'entrée maritime de Montréal. L'entrée maritime, c'est à l'ouest, à l'est, c'est-à-dire du centre-ville actuel, à l'est donc du pont Jacques-Cartier. C'est une formidable fenêtre ouverte sur le fleuve, 1 km, 1600 mètres, 1 km 6 donc. Alors, une vaste esplanade piétonne, un nouveau quartier de 20 000 habitants ayant en son centre le prolongement de la ligne tramway René Lévesque qui devient la colonne vertébrale du quartier. Alors voilà le genre de choses que je propose. 75 000 habitants de plus au centre-ville, 22 000 personnes quittent à chaque année. Là. Ça veut dire qu'on peut récupérer ces 22 000 plus la croissance qu'on a connue ces dernières années, autour de 10 000 à Montréal. On a donc 30 000 personnes à accueillir à chaque année, pour peu que le programme de Projet Montréal, à terme, ça ne sera pas la première année bien entendu, mais qu'à terme, le programme de Projet Montréal s'applique partout à Montréal. Alors, si on dit 30 000 par année, il n'est pas déraisonnable d'espérer faire disparaître tous les terrains vacants, tous les stationnements de surface au centre-ville, d'ouvrir la large fenêtre sur le fleuve dont je viens de parler à l'extrême est du centre-ville, et d'accueillir comme ça 75 000 habitants. C'est juste 2 années et demie d'exode des Montréalais. Et ainsi de suite pour Blue-Bonnet, ainsi de suite pour le quartier de la Falaise, si je peux, en tant que maire de Montréal, inverser, revenir, c'est-à-dire au projet Turcot proposé par la Ville de Montréal en 2010, plutôt que le très mauvais projet Turcot actuel, et créer le quartier de la Falaise,
Encore là, on avait un quartier de 20 000 habitants, construit à nouveau autour d'une antenne tramway, c'est-à-dire le prolongement de la ligne René-Lévesque, mais cette fois-ci vers l'ouest jusqu'à la Chine, à travers la cour Turcot. Alors, ce dont je vous parle, ça calque ce qui se fait mieux dans le monde depuis une vingtaine d'années. Ça calque, pour en rester à des références canadiennes, ce qui a été fait à Vancouver depuis 1985. À Vancouver, en 1985, au centre-ville, il y avait 42 000 habitants. Il y avait plein de zones industrielles désaffectées. Il y avait plein d'excédents au niveau de la fonction portuaire. Il y avait plein de terrains vagues. Il y avait 42 000 habitants. Alors, à Vancouver, aujourd'hui, il y a 102 000 habitants au centre-ville de Vancouver. Le centre-ville de Vancouver, c'est un mouchoir de poche. C'est beau à mort. Il n'y a plus un seul terrain vague dans tout le centre-ville de Vancouver. Les rives ont été aménagées, elles sont publiques aménagées. La promenade rivienne qui fait le tour du centre-ville de Vancouver et de Stanley Park fait 13 km de long. Parfaitement aménagé, parfaitement confortable. Et il y a ces 60 000 habitants de plus. Et la seule ville en Amérique du Nord où il s'est inauguré une école primaire ces 20 dernières années au centre-ville, il y en a une seule, c'est Vancouver. Alors, moi, quand je parle de l'avenir de Montréal, je parle aussi de 2 écoles primaires de plus au centre-ville, puis une école secondaire. Mais ce que j'explique avec beaucoup d'instances sur le centre-ville vaut pour tout le territoire de Montréal. Et je vous propose à vous, les jeunes, qu'en embarquant dans quelque chose de cette envergure-là, de cette ambition pour Montréal, ça va être, vous allez être, vous, graduellement, de plus en plus fiers de votre ville. Vous allez trouver à y être confortable à toutes les étapes de votre cycle de vie et vous allez demeurer Montréalais toute votre vie. C'est ça l'enjeu. Vous êtes de retour le lendemain avec votre auto. Le 1,2 million d'habitants du cœur de Montréal ont en moyenne 7 autos pour 10 ménages. Le même. Si vous faites déménager ces ménages en banlieue, c'est 1,7 autos pour 10 ménages. Toutes les fois qu'on perd un ménage, on trouve une auto de plus dans la congestion puis dans tout ce qui nous rend la vie détestable à Montréal. Alors, c'est cela mon message principal avant qu'on passe à la période de questions et que sans doute on s'intéresse à des choses plus pointues qui vous concernent, qui vous préoccupent à court terme. Moi, je vous demande de penser à long terme et d'avoir cette ambition pour votre ville et de prendre tout de suite la décision que vous serez toujours Montréalais et que vous avez le droit, en tant que jeune, en tant que nouvelle génération, d'imposer votre vision du développement de Montréal. Parce que, ne l'oublions pas, l'alternative au projet de l'entrée maritime dont je vous ai parlé il y a quelques instants, c'est la transformation de la rue Notre-Dame en autoroute en tranchée. C'est-à-dire, c'est toujours le projet du MTQ, mettre 1,5 milliard pour connecter le centre-ville à la 25 pour faciliter le développement de la Val-Est, qui a déjà reçu son nouveau pont dans l'axe de la 25, et de la couronne nord-est, Mascouche, Repentigny, Terrebonne, ces secteurs-là. C'est ça le plan. Et on se couperait pour les 100 prochaines années d'un rapport au fleuve, mais beaucoup plus que ça, de l'espace résidentiel et urbain peut-être le plus somptueux en potentiel de Montréal. Alors, mais voilà mon message à la portée générale, parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Alors, on va passer tout de suite aux questions de l'animateur, puis après ça, aux questions du public. C'est comme ça que j'ai compris. Oui, exactement. Donc, première question, vous en avez déjà parlé lorsqu'on s'était rencontrés aussi cet été. La principale revendication de la FECO au niveau des élections municipales, c'est d'étendre le tarif réduit à tous les étudiants, peu importe leur âge. Donc, on voulait savoir un peu votre position par rapport à ça. Est-ce que c'est une mesure que vous êtes prêt à appuyer aujourd'hui? OK. Alors moi, je vous l'ai dit lorsqu'on s'est rencontrés, je m'oriente plutôt, de manière générale, vers la tarification sociale du transport collectif. Alors, plutôt que de fonctionner par groupe visé, de manière générale, toute personne qui se qualifie en fonction de son revenu, c'est-à-dire d'une limite, d'un plafond de revenus, a droit au tarif réduit. Pour vous donner un exemple, tous ces hommes et ces femmes qui, le dimanche matin, prennent le métro à 5h30, ils ne paraissent pas très nombreux, mais il y en a quand même énormément, et qui s'en vont faire du service dans les grands hôtels de Montréal, changer les lits, préparer les déjeuners, tout ça, tout le monde à salaire minimum. Ils sont quand même plusieurs milliers. Et ainsi de suite pour toutes sortes d'autres groupes qui, présentement, doivent payer le plein tarif. Alors, c'est une mesure d'équité de justice sociale élémentaire que de se diriger vers la tarification sociale du transport collectif.
Ce qui voudrait dire que tous les étudiants, sans exception, quel que soit leur âge, qui se qualifient en fonction du plafond de revenus, bénéficieraient du tarif réduit. Ayant dit cela, je demeure ouvert à des propositions qui pourraient venir, telles celles qui étaient en exercice, en opération jusqu'à 2011, c'est-à-dire si vous voulez mutualiser le transport collectif à l'échelle de l'ensemble des étudiants de l'Université de Montréal, ça, bien sûr, ça va demeurer possible. Mais mon approche générale, c'est la tarification sociale. J'en ai parlé, j'ai demandé une étude, je siège au conseil d'administration de l'INSTM. J'ai demandé un premier niveau d'étude, j'ai les résultats en main, c'est faisable. J'en ai parlé au ministre Lisée, le ministre responsable de la métropole, il a semblé très ouvert. Je vous en parle aujourd'hui. Ça n'exclut pas des ententes entre institutions, entre groupes d'étudiants et institutions d'enseignement pour avoir des modalités de mutualisation du coût du transport collectif à l'ensemble des étudiants. Alors ça, bien sûr, je vais demeurer ouvert à ça. Parfait. Au niveau des études que vous avez concernant justement cette tarification sociale-là, est-ce qu'on sait combien d'étudiants vont avoir droit au tarif réduit dans ce contexte-là? Non, je ne le sais pas pour chaque groupe d'étudiants. C'est un premier, excusez-moi le mot français, screening. Là. On a simplement validé qu'en termes financiers, ce ne serait pas catastrophique pour l'OCM. C'est juste le niveau d'études qu'on a réalisé jusqu'ici, les premiers résultats. Alors, par groupe, par sous-groupe, je n'ai pas les résultats détaillés, mais de toute façon, c'est très sommaire. C'est une pré-faisabilité qui m'a parlé très vite. Une fois qu'il y a la volonté politique d'aller dans une direction, ça ne veut pas dire qu'on va passer des années à faire la pré-faisabilité, ensuite la faisabilité, puis ainsi de suite. Non. Alors, je ne le sais pas, mais ce que je vous offre au monde étudiant, c'est que, quel que soit l'âge, toute personne qui se qualifie pour le tarif social, en fonction de ses revenus, aurait le tarif réduit. Et j'offre cette deuxième possibilité, que si vous voulez mutualiser le transport collectif à la manière dont ça a été fait, et malheureusement, c'est abandonné en 2012 à cause des événements du printemps érable, je serai tout à fait ouvert. Aux mêmes conditions, à coup nul pour la STM. C'est très important que je précise, à coup nul pour la STM. Merci. Sinon, dans votre plateforme, il y a aussi des propositions au niveau des heures d'ouverture du métro. À l'UDEM, on a une problématique, la ligne bleue ferme plus tôt que les autres lignes. Est-ce que vous avez des mesures à proposer pour les étudiants à ce niveau-là? Il y avait des raisons pour lesquelles la ligne bleue fermait plus tôt, c'est qu'elle était très faiblement achalandée. L'annonce du gouvernement de prolonger la bleue jusqu'à jour, encore que, vous voyez, j'ai été très prudent dans ma formulation. Ça fait quand même 25 ans que je suis dans le métier des transports collectifs. J'en ai vu des annonces de prolongement de la ligne bleue vers un jour. Mais toujours est-il, si ça doit être fait, et dans une horizon plus raisonnable que le 2019 à 2021 qu'on évoque, il y a quand même le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Ajouter 5 stations quand tu es sur le plancher des vaches, puis que tes 5 futures stations sont dans des terrains vagues, ça ne doit pas être bien compliqué. On devrait être capable de faire ça en 4 ans. Alors, et quand on va allonger la ligne bleue vers l'est, et moi je recommande aussi qu'elle soit allongée vers l'ouest. Dès qu'on aura fini les travaux vers l'est, il faut absolument la prolonger vers l'ouest jusqu'à la Chine. C'est 6 km. C'est une distance similaire au prolongement vers l'est. Et c'est comme ça que la ligne bleue va atteindre enfin son plein potentiel. Et je ne dis pas que ça va être demain matin, mais pour prolonger les heures de service, pour augmenter la fréquence, pour avoir toujours des rames de 9 voitures et non pas des mini-rames de 3 ou des rames de 6, ben il faut qu'il y ait l'achalandage. C'est le B à bas de la gestion de ce genre d'équipement-là. Alors, ça s'en vient. Moi, je vous dis, pour Horizon 2017, je demande au gouvernement du Québec de presser le pas. On a bâti un réseau complet de 26 stations, 3 lignes, 26 km de tunnel entre 1962 et 1966. On s'est payé le luxe de traverser sous le fleuve Saint-Laurent, sous la voie maritime du Saint-Laurent. On a mis une station de métro en plein milieu du fleuve. On a fait ça en 4 ans. Et ça nous prendrait encore 7 ans, après 25 ans de tergiversation, pour ajouter 5 lignes, 5 stations sans ligne bleue. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je vais, en tant que maire de Montréal, je vais presser le gouvernement de modifier son échéancier et de viser 2017, le même horizon d'ailleurs que la mise en service du tramway des 15 premiers kilomètres que je propose, et de tout corridor P9 et ainsi de suite. Alors, toujours est-il, la ligne bleue, elle va devenir
elle va être rehaussée au même niveau, au même calibre en tant que ligne de transport que la ligne orange ou la ligne verte, et elle aura les mêmes modalités d'opération le moment venu, mais pas demain matin. Parfait, merci. Finalement, au niveau du règlement municipal P6, vous aviez une position qui était contre le P6 sur les ondes de Radio X. C'est un peu moins clair. Ensuite, vous avez clarifié. Est-ce qu'on peut avoir une position claire là, par rapport à P6? Bon, P6, c'est un règlement qui existe de longue date. On a ajouté, c'est-à-dire le conseil municipal, à l'initiative de Gérald Tremblay, durant les événements du printemps érable, au mois de mai, a ajouté 2 dispositions au règlement. Il a ajouté l'obligation de déclarer son itinéraire, ça ne peut jamais poser problème, et j'en ai fait des manifestations de ma vie. Là. On devait toujours déclarer notre itinéraire, ça faisait partie des bons, d'un échange de bons procédés entre manifestants et forces de l'ordre. Mais là, ils en ont fait un point une sommation. Et là, naturellement, les gens se sont braqués, ça, plus les masques. Les masques, on a répondu, nous, c'est déjà couvert par le code criminel. Pourquoi tu aurais besoin de ça? Une des 2 dispositions avait toujours été une règle de bonne entente entre manifestants et forces de l'ordre, et l'autre est couverte par le code criminel. Toujours est-il, on était dans les événements de mai 2012, et Gérald Tremblay a voulu jouer au matamor, montrer qu'il y avait du muscle, et on s'est battu à la vie, à la mort, dans le débat qui a eu lieu quand je dis on, c'est le projet Montréal, sur le plancher du conseil municipal, qu'on a perdu. P6 n'a pas été utilisé des 2 nouvelles dispositions qui étaient si essentielles pour permettre à la police de reprendre le dessus dans les événements du printemps érable, n'ont jamais été utilisées à aucun moment en 2012. La première fois qu'on les a vus utilisés, c'est le printemps dernier, printemps 2013 donc. Et dans le cadre de la pratique des souricières, c'était odieux. Alors, on a représenté au projet Montréal une nouvelle motion au Conseil pour faire annuler les 2 dispositions. On l'a perdu à nouveau. C'était le printemps dernier. J'ai fait le tour des radios, je me suis fait lancer des tomates, écraser des œufs pourris sur la tête, tout ce que vous voulez. J'y ai goûté. Nous y avons goûté comme formation politique. Et ben voilà, finalement, le débat a été extrêmement intéressant. Si ça vous intéresse, là, tout est enregistré à l'Hôtel de Ville, là. Je peux vous dire que les sujets les plus délicats donnent parfois lieu aux débats les plus intelligents au conseil municipal. Il y a eu là, j'ai eu moi-même un moment de fierté d'être membre de ce conseil municipal parce que c'était un débat très intelligent. Il n'y a personne qui s'est levé pour dire des sottises. Et ça s'est terminé 34 à 25. Nous, on demandait l'abolition des 2 nouvelles dispositions. On a perdu le vote 34 à 25. Le projet Montréal, ce ne sont que 10 votes. Ça veut dire qu'on est allé chercher 15 personnes qui ont voté avec nous. Il aurait suffi que 5 de plus votent avec nous pour gagner. Bon, on l'a perdu au terme d'un débat brillant et la situation reste en l'état, donc, pour l'instant. Parlons maintenant de M. Gendron l'autre fois. Vous savez, allez voir M. Gendron, c'est un peu spécial. Là. On saute du coq à l'âne, j'ai beaucoup de plaisir. Là, moi, je m'ennuie de Gilles Proulx. Vous avez connu Gilles Proulx, là. On dit que j'aimais ça à son émission. J'aime aussi aller aux émissions de M. Gendron, Dutrisac. J'adore aller à l'émission de Dutrisac. Parce que tu dis, là, enfin, là, on peut là, mettre de côté la langue de bois, ça va être le fun. Ils vont me puncher, mais j'ai le droit de leur puncher. Alors, c'est un peu ça l'état d'esprit de ce genre d'entrevue. Puis, à un moment donné, tu t'emballes. Alors, moi, je reprochais au maire de Montréal relativement à une manifestation en particulier, qui est la manifestation annuelle du 15 mars contre la brutalité policière. Or, dans l'ancien règlement P6, avant qu'on ajoute 2 éléments, une manifestation, s'il a des raisons suffisantes de croire que ça va tourner au grabuge. C'était dans le règlement, depuis toujours. Et j'ai dit, Gérald Tremblay n'a pas pris ses responsabilités. Plutôt que de prendre ses responsabilités comme maire, il a transféré la responsabilité aux policiers par le biais des 2 ajouts au règlement P6. Et, comme j'étais à Radio X, j'ai dit, quel couillon! Alors l'autre Marlard s'est dit, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Mais en pareille situation, moi j'assume mes responsabilités. On est dans le type d'action. Et là, je dis, moi, c'est pas vrai que les responsabilités que j'aurai comme maire de Montréal, je vais chercher à m'en décharger sur quelqu'un d'autre, comme Gérald Tremblay le fait. En l'occurrence, auriez-vous rendu décrété illégal la manifestation annuelle contre la brutalité policière qui tourne tout le temps mal, on le sait qu'elle tourne tout le temps mal. Là, naturellement, j'ai répondu oui. Bon.
Je vais maintenant ajouter quelques mots. Avant de faire ça, prendre tes responsabilités, ça veut dire aller voir les organisateurs. Te questionner pourquoi cette manifestation-là, à chaque année, elle dérape. Pourquoi est-ce qu'elle elle a servi d'occasion à Gérald Tremblay à chaque année pour les Français disent rouler le mécanique, jouer à l'homme fort. La loi est là en envoyant la police, l'anti-émeute, puis ça fait des belles images à la télé, puis à la fin de la journée, le maire de Montréal a l'air d'un homme fort. Pourquoi est-ce qu'il parlait par le monde avant? Pourquoi est-ce qu'il ne sait pas, parce qu'il y a l'organisation légitime de cet événement-là, puis il y a des groupes divers qui se greffent à ça, puis qui se disent ça va être la fête, on va avoir du plaisir. Alors, au moins, faire un effort de discussion, trouver des modalités, aller parler au monde. Alors, c'est ça que j'ajoute aujourd'hui. Aller parler au monde. Je ne me servirai pas d'une manifestation comme celle-là pour me faire du capital politique dans la thématique « La loi est là ». Puis à chaque année, avoir de la démonstration que je fais régner la loi est là de Montréal. Alors, c'est ça que j'ajoute aujourd'hui. Mais si vous me demandez, mettons que j'irai les voir et ils me disent va te faire foutre Bergeron, on s'en fout du chômeur de Montréal, on ne veut pas parler avec toi. Puis malgré tous les efforts que j'aurais faits, ils m'auraient tous dit là, tu nous emmerdes, Bergeron, on fera ce qu'on voudra, ça nous tente de casser vite, on va y casser. Mettons que c'est ça que j'entends comme message. Et là, à ce moment-là, je vais me prévaloir. Et je vais le faire. Mais je suis certain à 99,9% que ça va s'arranger autrement. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais maintenant laisser le tour aux gens dans la salle pour poser leurs questions. On peut commencer à droite ici, puis on va alterner pour s'assurer que les micros fonctionnent bien. Oui, bonjour, M. Bergeron. Qu'est-ce que vous pensez de l'administration de Luc Ferrandez sur le plateau Mont-Royal? Donc, on augmente le nombre de parcomètres, on augmente les tarifs de parcomètres, on met des one-way un petit peu partout. Puis là, c'est rendu qu'il y a des rues, qu'il n'y a plus de déneigement. Puis là, les commerçants, ils décident de fermer parce que les automobilistes ne viennent plus à leur commerce parce qu'ils perdent des clients. Donc, moi, j'espère que ce ne sera pas comme ça partout à Montréal parce que moi, je ne veux pas que Montréal soit dirigé comme le plateau Mont-Royal. Donc, pour vous répondre, je vais d'abord préciser que ce n'est pas juste l'administration de Luc Ferrandez, parce que je siège depuis 8 ans au conseil d'avancement du plateau. C'est aussi mon administration. Quelle question je vous ai posée au début? Dans quelle ville vous voulez vivre? Vous voulez vivre dans une ville où il y a plus de parking, où les parkings sont le moins chers possible? C'est ça que vous voulez? Moi, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que Luc Ferrandez veut, et c'est pas ça que la population veut. Et surtout celle du plateau. Ça a commencé par le plateau. La population nous demande un cadre de vie de meilleure qualité. Nous demande que les périmètres scolaires soient sécurisés. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, là, sortez du métro Laurier, sortie nord, donc sortie de Laurier pour Guilford. Souvent, la plupart d'entre vous, sans doute, l'avez déjà vu. Sécuriser le périmètre scolaire, améliorer la qualité de l'espace piéton en périphérie immédiate d'une station de métro, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que les gens nous demandent. On a retiré les stationnements, il y avait grosso modo 100 stationnements dans le parc Laurier. On a arraché l'asphalte, on a retiré le stationnement et on a remis de la verdure. Il y a des milliers de personnes, dès qu'il fait beau, dans le parc Laurier. Dans la section en cause dont je vous parle, il n'y avait personne avant parce que c'était de l'asphalte et des champs stationnés. Alors, et quand on regarde ce qui se fait d'un peu innovateur dans le monde, tantôt je référais à Vancouver, mais je pourrais vous en... C'est ma job, là, de documenter ça toute ma vie. Ce qu'il y a d'innovateur dans le monde, ça va dans le sens de ce qu'on a fait sur le plateau. Par ailleurs, je finis avec ça, le plateau, depuis au moins 20 ans, dans toutes les publications spécialisées qualité de vie urbaine, design et toutes ces choses-là, le plateau est unanimement reconnu comme le plus beau quartier d'habitation d'Amérique du Nord dans toutes les publications. Moi, j'ajoute, il est beaucoup plus beau encore aujourd'hui qu'il n'était il y a 4 ans. Avec les mini-placettes, avec les pianos de rue, avec tout ce qu'on a fait, avec les intersections sécurisées, les périmètres scolaires sécurisés, les parcs raboutés, parc Baldwin, on a enlevé la rue entre les deux, la rue Marianne, on a rabouté le parc, et ainsi de suite. Alors, je suis très fier de ce que nous avons fait sur le plateau, mais si votre préoccupation, c'est le stationnement, ben, on n'est pas sur la même planète. Et j'ose le dire franchement. Ben moi, personnellement... Mais là, je vois qu'il y a d'autres monde qui ont posé des questions. On va y aller avec une question par personne. Vous pouvez vous remettre à la fin de la file. Donc, oui. Oui, bonjour, M. Bergeron. Mon nom est Frédéric Antoine-Gali, ancien membre de Projet Montréal.
J'aime pas le mot ancien, en tout cas. Ben, il y a des bonnes raisons pourquoi je suis plus membre, mais bon, D'accord, c'est bon. vous allez le voir dans ma question. J'habite à Pierrefonds. J'ai beaucoup d'amis qui habitent aussi à Bizarre. Je viens à l'Université de Montréal en autobus et en métro. Je me demandais d'abord, par rapport à Bizarre, comment ça se fait que si vous avez 3000 membres, il n'y a aucun candidat de l'île Bizarre pour Projet Montréal qui habite dans la circonscription? Et l'autre, ce que je suis assez surpris aussi, c'est que même Mélanie Joly, qui a un tout nouveau parti, tous ses candidats habitent dans la circonscription. Et la deuxième portion de cette question-là, c'est encore par rapport à l'ouest de l'île, poser un projet de tram. Mais le tramway ne va jamais se rendre dans l'ouest de l'île, alors que, par exemple, le SRB pourrait être une solution pour la population qui sera en centre-ville de Montréal en voiture. Donc, moi, je suis en train de me demander si vous n'êtes pas en train de négliger l'ouest de l'île. Ah, bonne question. Est-ce que je néglige l'ouest de l'île? Bien sûr, la réponse est non, là. Vous devez vous y attendre. Je suis très ambitieux pour l'ouest de l'île, mais d'une ambition différente de celle que l'on a vue se déployer au cours des dernières années. Le projet, si tant est qu'il y ait un projet urbain, principalement à Pierrefonds, plus qu'à l'île Bizarre, c'est de faire disparaître le dernier paysage agricole de l'île de Montréal. Malheureusement, il y en a déjà une partie de disparu, et d'abattre à peu près la moitié de la dernière véritable forêt de l'île de Montréal, la forêt de l'Anse-à-l'Or. Pour faire quoi? Pour bâtir 6000 Monster House, avec 3 chambres dans le driveway chacun. Je me suis battu contre ça depuis que je suis élu. Là. Je pense que la première fois que j'ai pris la parole au conseil municipal en décembre 2005, ça devait être là-dessus. Ils sont tannés de m'entendre au conseil municipal. Là. Alors que vous parlez de la desserte de Pierrefonds de l'ouest de l'île par transport collectif. Premièrement, vous opposez tramway à corridor SRB. Il n'y a aucune opposition. Ce ne sont que mes adversaires qui opposent. Bergeron, il est pour le tramway, donc il est contre les SRB. Pas du tout. J'ai bien précisé tantôt dans mon allocution d'ouverture qu'il faut rehausser d'un cran tout le système de transport collectif. Alors, SRB, formule idéale, c'est ce qu'on prépare pour P9. Coûte quand même 25-26 millions de kilomètres, hein, soit dit en passant, pour prendre en faute le 7 millions de kilomètres qui a été publié récemment. Mais je suis tout à fait en faveur. Mais encore, il faut qu'il y ait un point de chute à Pierrefonds. Alors moi, je propose en alternative à ce mauvais projet de 6000 Monster House, malheureusement, il y en a déjà 507 ans. Alors, il ne reste plus. L'alternative, c'est pour 5500. Où est le cœur urbain de Pierrefonds? L'hôtel de ville est dans un immense parking, il y a une cour de voirie au bout du parking, il y a la bibliothèque de l'autre côté. Mais c'est terrible! C'est terrible! Commençons par créer un cœur multifonctionnel à Pierrefonds. Avoir un projet urbain pour Pierrefonds. Et ce cœur institutionnel, ce cœur civique, ce cœur d'affaires aussi, quelques dizaines de milliers de carrés d'espace à bureau, 3 à 5 000 logements. Une fois qu'il y aura ce cœur-là, il y aura un ancrage, il y aura une tête de pont pour un service de transport collectif de haut niveau. On ne se mettra quand même pas à faire circuler déjà même un autobus pleine grandeur dans des zones unifamiliales. Ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas nous demander ça. Alors, je suis très en faveur d'une meilleure desserte pour le transport collectif par SRB de Pierrefonds. D'aucune manière, ça ne s'oppose à ce dont je parle quand je parle de tramway. Mais je suis aussi partisan d'un projet de développement pour Pierrefonds qui soit à peu près l'exact contraire de ce qu'ont été priorité de l'administration Pierrefonds, l'administration Union Montréal, l'équipe Tremblay, ces 12 dernières années. Bonjour, M. Bergeron. Tout d'abord, merci d'être venu ici aujourd'hui. Je suis ici, mon nom est Étienne Raymond, je représente l'association physique ici à l'Université de Montréal qui a 300 membres au bac et au cycle supérieur. Il y a un nouvel enjeu qui est arrivé pour nous cette année. On a commencé à recevoir des taxes municipales alors que l'Université de Montréal, généralement, est exempte de ces taxes-là. Pour nous, c'est quand même un gros poids budgétaire. On a reçu au-dessus de 800 $ de taxes pour une association, comme je vous dis, qui a des petites cotisations, puis pas beaucoup de membres. Donc, ça représente un énorme poids sur notre budget. Puis après quelques discussions, je ne me perdrai pas dans les détails, mais on a réalisé que le gain pour la ville était marginal. Au fond, nous, on paye autour de 800 $. Là-dessus, il y en a à peu près 160 $ qui vont dans les coffres de la ville. Est-ce que vous croyez que c'est une condition qui devrait être perpétuée dans les années suivantes ou est-ce que vous vous engageriez à éliminer cette condition-là? Vous comprendrez que je ne prendrai pas d'engagement sur quelque chose d'aussi pointu que ça et d'aussi nouveau. J'ai jamais entendu parler de ça. Là.
Probablement que la taxe, elle est fondée sur les espaces que vous louez. Vous avez des lieux physiques. C'est pas l'association, en tant qu'association, qui est imposée. Ce sont les lieux que vous louez. Oui, évidemment. Bon, alors, regardez, là, c'est pas une grosse affaire, là. Vous me surprenez avec cette question-là. Vous deviez quand même pas vous attendre à ce que je sois au courant de ce que vous venez de dire. Alors, effectivement, si votre association existe depuis un bon bout de temps, d'après ce que je comprends, puis c'est la première fois, c'est une nouveauté. OK, regardez, je vais me pencher là-dessus le moment venu, mais je ne peux pas prendre d'engagement. Il faut que je vois quelle est la rationalité derrière ça. L'équité aussi. C'est quand on dispense quiconque de payer des taxes, il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est équitable par rapport à ceux qui les paient? Mais j'en dis pas plus. Je ne peux pas répondre dans le contexte actuel à votre question. Monsieur Bergeron, si je peux clarifier, les locaux ne sont pas loués selon la loi 32 offerte par l'Université de Montréal. Donc, il n'y a pas de location de locaux envers l'Université de Montréal. C'est un espèce de don qui est fait à l'Université de Montréal selon la loi 32. Ben, je vais, dans mon investigation, je vais le dire. Bonjour, M. Bergeron. Merci de venir nous rencontrer pour nous expliquer un peu votre plateforme. Vous avez dit en début de conférence que l'une de vos priorités, c'était de garder la classe moyenne à Montréal parce qu'il y avait un exil en banlieue. Bon, personnellement, je crois qu'une partie de cet exil-là s'explique à cause du coût exorbitant et toujours augmentant de la propriété à Montréal. Est-ce que vous proposez des mesures pour ralentir cette augmentation du coût de la propriété à Montréal? Oui. Tous les grands projets que j'ai présentés, que ce soit l'entrée maritime, que ce soit le quartier de la Falaise, quartier Bonaventure, Blue Bonnet, grosso modo, une capacité d'accueil de 100 000 habitants, tous, sans exception, sur des terrains publics, qui appartiennent à la Société immobilière du Canada, qui a pour mission de remettre, réutiliser les propriétés excédentaires du gouvernement canadien, qui appartiennent au ministère des Transports. Le quartier de la Falaise, le quartier de l'entrée maritime serait construit dans l'emprise qui a été expropriée dans les années 70 pour transformer la rue Notre-Dame en autoroute. L'emprise fait 200 à 250 mètres de large, dépendamment des... Et c'est public. Ou encore, l'utilisation des droits aériens du port de Montréal. C'est aussi public. Alors, ça va être une des formes de collaboration que je devais demander au gouvernement canadien et au gouvernement du Québec. C'est de nous permettre de fermer l'écart de prix qu'il y a entre la banlieue et Montréal en nous donnant accès à faible, voire très faible, voire à coût nul, au sol. Alors tout de suite, c'est 50 000 qu'on saute. Il y a à peu près 100 000 en d'écart, là. Première accession de propriété, 1300, 1400 pieds carrés, 3 chambres à coucher, il y a 100 000 d'écart. Alors il y a un premier 50 000 qui se ferme comme ça. L'autre 50 000, il faut quand même savoir que la Ville donne déjà des subventions de 16 000 pour l'accession à la propriété pour un ménage familial. C'est déjà 16 000. Il va falloir le monter à quelque chose comme 20-25 000, j'imagine. Il y a des comptes aussi des capacités du budget de Montréal. Et ensuite, il faut éveiller les gens au coût de la mobilité. La différence entre vivre à Montréal, dans le cœur de 1,2 million que j'évoquais tantôt, et vivre en dehors de ce cœur-là, la différence de la facture automobile annuelle, c'est 7 000 7 000 année après année, à cause du fameux 1,7 auto, comparativement 0,7 dont je parlais tantôt. Et si de surcroît, en plus d'avoir éveillé au coût de la mobilité, il y a une formidable mobilité par transport actif et collectif d'offerte sur place. Et là, on finit de fermer. C'est-à-dire que l'accession à la propriété dans un logement ayant la taille suffisante et dans un quartier où il y a les équipements adéquats, nécessaires à l'éducation des enfants, si on a réussi tout ça, qu'on a fermé le gap de prix, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Or, ça a déjà marché. Ce problème-là s'est posé à la fin des années 70. Il y a eu une opération qui s'appelait l'opération 10 000 logements, a tellement bien été qu'ils l'ont ensuite appelée l'opération 20 000 logements. Alors, si vous connaissez Angus à l'est du boulevard Saint-Michel, si vous connaissez Petite Bourgogne, Georges Vanier dans le sud-ouest, si vous connaissez André Grasset, ce sont les 3 grandes opérations de l'opération 20 000 logements. Et durant quelques années, 1982-1985, ça coûtait moins cher
acheter à Montréal qu'en banlieue. Et c'est pour ça que ça a marché. Et ce coup-là, on peut le refaire en agissant sur le foncier et en planifiant les quartiers. Une des grandes erreurs de Griffintown, ça a été qu'on a laissé le marché dicter le développement du quartier, puis on dit, nous, on viendra après. Nous, le secteur public, on s'interdit par avance d'imaginer le quartier et d'être un acteur, voire le maître d'œuvre du développement du quartier. On laisse faire le secteur privé, une énorme spéculation, là où on prévoyait des grands logements, où on connaît la limite de capacité de payer de ceux qui vont acheter, plutôt que des grands logements, comme il faut rémunérer les spéculateurs fonciers, on fait disparaître la troisième chambre, ensuite on fait disparaître la deuxième, il n'y a plus que des nouveaux logements. Arrive ensuite le secteur public, qui dit, mais vous m'aviez dit que vous faisiez un quartier pour les familles. Il y a pas un maudit logement pour les familles-là, mais là on ne peut pas. Ah ben ok, ben on va vous aider à faire des logements pour les familles, mais on va acquérir des parcs, on va acquérir des réserves éventuellement pour une école. Puis là, tu paies 300$ le pied carré, ce que tu aurais payé 10$ le pied carré, ça a planifié au départ. Alors la planification, puis ça c'est mon domaine, je suis quand même urbaniste, je suis quand même enseigné l'urbanisme local. La planification crée de la valeur, protège la valeur, mais elle ne crée pas de la valeur financière. Elle remplace la spéculation par de la valeur d'usage au bénéfice de la population de la troisième chambre, plutôt que la rémunération de spéculateurs fonciers. Alors c'est tout ça mis ensemble qui va permettre